On va commencer cette conférence. Bonsoir et bienvenue à cette belle soirée du Téléthon qui se poursuit. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir deux chercheurs en génétique, le docteur Laurent Villard et le docteur Jean-Christophe Roux. Tous deux travaillent à Marseille, dans une unité INSERM de recherche en neurogénétique humaine. Ils vont nous expliquer les moyens d'analyser la qualité des gènes contenus dans cette immense bibliothèque qu'est le génome humain et également nous expliquer quels sont les moyens éventuels de corriger les erreurs contenues dans les recettes que sont les gènes. On sait bien que pour une bouillabaisse, plusieurs recettes de qualité variable existent. C'est pareil pour le gratin dauphinois. On sait aussi que lorsqu'il manque une phrase ou qu'une phrase est fausse dans la recette, le résultat n'est pas fameux. Mais on peut facilement, si on ne veut pas empoisonner ses amis au repas suivant, on peut facilement corriger la recette avec une gomme et un crayon. On sent bien qu'il est moins facile de corriger une erreur de recette dans un gène. Comment apporter la correction jusqu'au niveau de la bibliothèque, le noyau de la cellule? Comment déposer la copie corrigée dans le bon livre, à la bonne page, et enlever la page qui n'est pas correcte? C'est là un peu tout l'enjeu de la thérapie génique. Et nous allons en savoir plus ce soir, mais sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Laurent Villard. Merci. Est-ce que vous m'entendez peu cher? J'ai pas l'accent, je ne suis pas né à Marseille et je n'ai pas l'accent marseillais. Oh, peu cher. Je ne crois pas. Est-ce que vous m'entendez comme ça ou est-ce que vous voulez que je prenne un micro? Ça ira pour tout le monde. Alors déjà merci. Merci pour l'invitation. Merci à Margot, à Pascal Debatty, à leur famille et puis à l'association Au nom d'Anna de nous avoir invités ce soir. Ce n'est pas la première fois qu'on vient, mais on a essayé ce soir de vous faire des présentations peut-être un peu différentes de celles qu'on avait déjà fait, parce que j'imagine qu'il doit peut-être y avoir un noyau dur qui assiste toujours à ces présentations-là. Donc merci à ceux qui sont restés. Je crains que ça soit un peu moins divertissant que ce qui était juste avant nous. Mais rassurez-vous, on a essayé de faire des choses assez simples, pas très compliquées. L'idée, c'est de faire passer un certain nombre de messages par rapport à notre activité. Donc moi, je suis, et Jean-Christophe aussi d'ailleurs, directeur de recherche à l'INSERM. Donc l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et donc on s'intéresse beaucoup aux questions médicales. Donc je dirige une équipe qui est une équipe qui s'appelle Neurogénétique humaine, donc on s'intéresse aux maladies du cerveau et aux maladies génétiques du cerveau en particulier. Et notre travail est très axé sur la pédiatrie, donc la plupart des patients auxquels on s'intéresse sont des enfants, puisque ce sont des maladies qui apparaissent chez l'enfant. J'ai également une activité à l'hôpital, comme vous le voyez marqué sur la première diapositive, là, dans le département de génétique médicale, où je fais le diagnostic moléculaire des épilepsies génétiques. Et donc, en fait, je suis amené au quotidien à travailler beaucoup avec l'ADN. Et on a assisté depuis quelques années, on va dire en gros depuis 5 ans, à une révolution profonde dans le domaine de l'analyse de cet ADN, en fait, je vais vous en dire quelques mots. Et je pense que ça pose énormément de questions. Donc ce que j'avais envie de faire avec vous ce soir, il faut que je regarde ma montre, quand même, pour qu'on ne vous libère pas, essayer de tenir le temps. Mais ce que j'avais envie de faire avec vous ce soir, c'est plutôt que... Bon, je vais vous donner bien sûr un certain nombre d'informations, parce qu'il faut, à la base, avoir un certain nombre de notions, qui seront très simples, rassurez-vous. Mais j'ai plus envie de vous poser des questions, en fait, que d'y répondre. Parce que vous allez voir que dans ce domaine, il y a beaucoup de questions qui se posent. Des questions de société, y compris, sur lesquelles il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on prenne tous position collectivement. En tout cas, ça vaut le coup d'ouvrir un débat sur ce thème-là. Et ça serait bien si c'était interactif, je pense aussi. Donc si vous avez à n'importe quel moment des questions sur ce que je suis en train de vous dire, surtout n'hésitez pas, vous levez le bras, on s'arrête, on prend la question, on en discute. Et puis je veillerai sur le temps de façon à ce qu'on ne dépasse pas trop ce qui était prévu. Donc avant de vous parler des questions que l'étude de l'ADN soulève, je pense qu'il faut faire peut-être juste un bref rappel. Rassurez-vous, il n'y a que 2-3 dias un peu plus
un peu plus difficile, pour vous parler de la molécule d'ADN, ce que vous avez ici. Cette molécule d'ADN, en fait, elle est au cœur de nos cellules. Les cellules, ce sont les éléments qui constituent notre organisme, hein, enfin pas que le nôtre d'ailleurs, tous les organismes vivants sont constitués de cellules qui sont les éléments de base des organismes. Et au cœur de ces cellules, dans une partie ici qui s'appelle le noyau de la cellule, ben, il y a l'ADN. Tout notre ADN, en fait, est localisé à cet endroit-là. Et cet ADN, il est finalement relativement simple, en tout cas sur le principe, parce qu'il est composé uniquement de 4 éléments constitutifs, qui sont ces 4 lettres dont vous avez sans doute entendu parler, qui sont le A, le T, le C et le G. Et ces ATCG, en fait, voilà, ça c'est vraiment la diapo la plus technique que j'ai dans toute ma présentation. Ce sont ces éléments chimiques que vous avez représentés ici en bas. Et ces éléments chimiques s'assemblent entre eux et font cette molécule d'ADN, qui est une double hélice, hein, comme vous le savez peut-être, au cœur de nos cellules. Et ce qui est intéressant de réaliser, en fait, c'est que cet ADN, il n'est pas du tout spécifique à l'être humain, il est partout, dans tous les organismes vivants. Donc je me suis amusé, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis un certain nombre d'exemples. Et c'est le même ADN constitué des mêmes ATCG qu'on va retrouver dans les plantes, dans les abeilles, dans les ours, ou bien chez Tintin, chez Milou, et dans l'os de Milou aussi d'ailleurs, puisqu'il est également constitué de cellules avec de l'ADN à l'intérieur. Donc cet ADN, on le retrouve partout dans tout le règne du vivant, on va dire. Et ce qui va nous intéresser là, bien sûr, et ce que j'analyse moi au quotidien, c'est le génome humain, donc c'est l'ADN humain. Donc cet ADN humain, on va dire, c'est notre patrimoine génétique, hein, c'est ce qui nous constitue. Et ces ATCG dont je vous ai parlé, ces briques élémentaires, en fait, il y en a beaucoup pour constituer ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire l'ensemble de notre ADN. Il y a 3 milliards d'éléments élémentaires dans chacun des noyaux de chacun de nos cellules. Et avec ça, avec ces 3 milliards d'éléments, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à construire un organisme. De la tête aux pieds, de la conception jusqu'à la mort, au cours du développement et au cours de la vie adulte. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce que nos organes font est codé par ces 3 milliards de briques élémentaires. Donc bien évidemment, il y a eu à un moment donné, un peu comme il y a eu la course à la Lune, dans les années que vous voyez marquées ici, c'est-à-dire 90 à 2003, ça a duré quand même 13 ans. La course à la séquence de cet ADN, puisque l'un des grands projets scientifiques de ces 30 dernières années, on va dire, a été de déchiffrer ces 3 milliards de lettres, d'arriver à les lire, et donc de décrypter la séquence du génome humain. Donc là aussi, vous avez dû en entendre parler. En 2003, il y a un travail international qui a réuni 20 labos dans 6 pays différents, qui a coûté, comme vous le voyez, 2,7 milliards de dollars à l'époque. Je vous mets les chiffres parce que vous allez voir où on en est aujourd'hui. On avait des usines, comme vous voyez là, avec toutes ces machines en fait, qui étaient là pour lire des morceaux d'ADN. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, on les lisait que 200 par 200, donc avant d'arriver à 3 milliards, ça a mis quand même beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de monde, etc., pour aboutir finalement à la publication de la séquence du génome humain, qui a été faite dans les 2 revues prestigieuses qui s'appellent Nature et Science, donc dans les années 2001 et 2003. Donc on a réussi à avoir d'un bout à l'autre les 3 milliards de lettres constitutives du génome humain. Et puis bien sûr, quand on en a eu un, on en a eu 2, puis 10, puis 20, puis 100, qu'on a pu comparer entre eux. Et la première surprise qu'on a eue, c'était de voir qu'en fait cet ADN n'était pas monolithique, et que l'ADN humain il n'était pas le même chez tout le monde, et qu'il y avait beaucoup de différences. Alors ces différences, bon, c'est 0,1% de différence, ça peut paraître peu, mais en fait quand on le rapporte aux 3 milliards d'éléments constitutifs, ça veut dire que 2 personnes prises au hasard, dans cette salle ou sur la diapo, ont 3 millions en fait de variations, l'une par rapport à l'autre. Et donc on a une grande variété de génomes différents en fonction des individus, ce qui veut dire que la séquence qui a été publiée en 2003, ce n'était pas la séquence du génome humain, parce que ça n'existe pas, c'est la séquence d'un génome humain, qui était celui qui avait été séquencé à l'époque, sachant qu'ils sont tous différents les uns des autres. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Ça veut dire que le reste du génome ne bouge pas. Alors, les 3 millions de différences, en fait, ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Donc, on peut avoir n'importe quelle position de ces... Enfin, n'importe quelle position, on va y revenir. Mais en tout cas, toute position de l'ADN est susceptible d'être variable entre 2 individus. Avec parfois des conséquences, hein, on va y revenir. Oui.
très bien compris. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, l'information de la couleur des yeux, on ne va pas la trouver toujours au même endroit sur l'ADN? Alors on va trouver toujours au même endroit, parce que l'arrangement de l'ordre, on va dire, des différentes instructions est le même. Par contre, chaque instruction est variable. Donc ces variations-là font qu'il y a, entre autres, des grands, des petits, des yeux de différentes couleurs, des cheveux aussi, etc., etc., etc. D'accord ? Donc en fait, c'est important de comprendre cette variabilité parce que nous, dans le labo, quand à l'hôpital on étudie l'ADN d'un individu qui a une maladie génétique, et la plupart du temps c'est des individus qui ont une maladie, on est à la recherche de la cause de cette pathologie, on va étudier ces variations en fait, pour voir ce qui est différent, ce qui change par rapport à la séquence de référence qu'on pourrait avoir. Et en fait, cette variabilité le rend unique, et ça c'est important à percevoir parce que ces variations de l'ADN entre différents individus, on va les retrouver d'abord que chez nous, parce qu'on est tous ici, enfin tout le monde est porteur de variations dans son ADN, qui a que lui qui a ces variations. On va les retrouver dans notre famille, parce qu'on hérite de notre ADN de nos parents, donc on hérite de leurs variations à eux aussi. Donc ça trace également nos parents, ça va bien évidemment être transmis à nos enfants. Ça trace également notre ethnie, c'est-à-dire qu'on peut retrouver au niveau géographique d'où est-ce qu'on est issu, en termes de migration de population, parce que les personnes qui ont migré d'un continent à l'autre, par exemple, ont amené leurs variations avec eux, et du coup se sont retrouvés dans les populations qui se sont installées. Donc on arrive à tracer, grâce à ça, également des populations. Et puis notre espèce, puisque notre ADN, l'ADN humain, est particulier de l'humain par ses variations, mais on a également de l'ADN qui est différent entre différentes populations de primates, ou entre différentes espèces de fleurs, on va également avoir des variations dans l'ADN qui expliquent certains caractères. Donc en fait, on peut dire que cet ADN, il retrace notre histoire, il retrace l'histoire de nos parents, il retrace également l'histoire de notre espèce. Alors là, normalement, si vous avez suivi jusque-là, vous devez quand même vous poser une question qui est de mais pourquoi est-ce qu'il y a ces différences et pourquoi est-ce qu'il y a ces variations et comment est-ce qu'elles apparaissent? Donc la meilleure analogie que je peux prendre, c'est celle de la machine à écrire. C'est-à-dire qu'on part d'une instruction qui serait notre ADN, et cet ADN-là, il va falloir le copier, parce que quand il y a une fécondation qui se produit, ben on a une cellule. Quand un spermatozoïde rencontre une ovule, ben ça fait une fécondation. Et puis pour arriver à un organisme adulte ou à un enfant qui naît, ben il va falloir le multiplier des milliards de fois. Et le problème, c'est pas un problème, mais en tout cas ce qu'on observe, c'est que ce processus-là n'est pas complètement fidèle. Et qu'il y a des erreurs de copie au moment où cet ADN est copié. Et ces erreurs de copie, ben, ça va induire des variations dans la séquence de l'ADN. Et ces variations le surviennent de façon aléatoire. En fait, sont susceptibles d'apparaître à n'importe quelle position, chez n'importe qui. Et on sait que tout enfant qui naît est porteur de variations génétiques que ses parents n'avaient pas, de façon aléatoire. Est-ce que c'est toujours OK jusque-là? J'ai une question. Ça peut se modifier pendant la vie de la personne ou c'est acquis peu de modification? Ça peut se modifier pendant la vie. C'est susceptible de se modifier à chaque fois qu'une cellule se divise. Donc comme il y a des cellules qui se divisent chez l'adulte, y compris chez nous, par exemple nos cellules sanguines ou des tas d'autres cellules dans notre corps, sauf les neurones, toutes les cellules qui se divisent sont susceptibles d'accumuler également des variations génétiques, qui sont d'ailleurs susceptibles de provoquer éventuellement des pathologies en fonction de l'endroit où elles apparaissent. On va y revenir un peu plus loin. Donc on sait que ce... Oui. Alors les émissions fortes et le stress, je dirais non. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des causes. Si l'idée c'est est-ce que des causes externes peuvent modifier l'ADN, la réponse est oui. Oui. Mais par exemple des radiations. Par exemple, si vous êtes irradié par une source radioactive, par exemple, ben, ça va casser votre ADN, qui va essayer de se réparer, et en se réparant, il va introduire des erreurs. Alors a priori non. Pas de ce que je connais, je n'ai pas la science infuse et je dirais en l'état actuel de nos connaissances, on n'a pas de preuves qui montrent ça. Parce que là, ce dont je vous parle moi, c'est un mécanisme qui a été bien étudié, qui est le mécanisme de recopie de l'ADN, en fait, pour d'une cellule faire deux cellules, donc à partir d'un génome faire deux génomes, et on sait que ce processus-là est sujet à erreur. Dans toutes les espèces, ce n'est pas spécifique à l'humain, c'est l'ADN quand il se réplique, quand il se multiplie, accumule des erreurs.
tout le temps. Voilà. Alors c'est bête, sauf que c'est une façon d'acquérir de nouveaux caractères et de faire modifier cet ADN. Et quand l'ADN se modifie, on est susceptible de créer de nouvelles fonctions. Et c'est un des mécanismes de l'évolution. Parce que si l'ADN ne changeait jamais, en fait, on serait toujours la bactérie initiale qui n'aurait jamais évolué. Ok ? Du coup, si j'étais en train de dire, il peut y avoir des animaux plus uniques ou des choses comme ça, chez les animaux aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On Bien n'en sûr. voit pas comme ça. Il y a plein de maladies génétiques chez les animaux. Si vous parlez avec des vétérinaires, en fait, ils vous le diront. Et il y a même un registre en fait, national qui recense toutes les malformations des animaux de ferme en particulier, mais d'autres animaux aussi. De façon, il y a des modèles de chiens, de chevaux qu'on connaît très bien et qui ont des maladies qui sont parfois identiques d'une maladie humaine qu'on connaît par ailleurs. Et même, je crois, même, maintenant, on n'a plus le droit d'éliminer un animal qui présente potentiellement une maladie génétique naturelle et qui peut éventuellement servir de modèle pour étudier une maladie. Il y a des laboratoires à Nantes, notamment, qui répertorient... Qui collectent ça, leur ADN est conservé, oui. Et donc c'est étudié de façon... au même titre que les maladies génétiques humaines, mais cette fois-ci par des vétérinaires au lieu d'être par des médecins. Oui. Si les mutations elles se font tout le temps quand on grandit même à l'âge adulte, pourquoi par exemple le syndrome de Rett, on ne pourrait pas l'avoir comme ça à 30 ans Pourquoi c'est qu'à la naissance? Alors on peut, mais le problème c'est qu'une cellule qui va être modifiée quand on a 30 ans, ça va être par exemple une cellule sanguine, qui ne va pas avoir de conséquences sur le développement de l'individu et qui ne va pas être présente dans toutes ces cellules en fait, qui va être présente juste dans la cellule qui a eu cette mutation-là. Donc, voilà, on connaît des mutations comme ça, par exemple dans certains cancers, on sait que c'est une cellule qui a muté, qui a perdu la capacité à contrôler ses divisions, qui va donc beaucoup se diviser, faire une tumeur, et on étudie, il y a toute une branche en fait de la cancérologie qui étudie la génétique, ça s'appelle l'oncogénétique, qui étudie l'ADN de ces tumeurs à la recherche des mutations qu'elles contiennent pour essayer de voir quelles sont les variations qu'elle a acquises qui font que c'est devenu une tumeur. Et parfois, ça peut même orienter le traitement, en fait, identifier quelle est l'anomalie génétique. Alors, du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Donc, pourquoi l'ADN a une séquence... Bon, c'est ce que je viens de vous dire, en fait, c'est une séquence variable parce qu'il y a ce processus infidèle, en fait, de copie, des erreurs dans la copie, hein, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et que ces variations, elles vont survenir de façon aléatoire, ça on en est certain, partout, c'est pour ça qu'on a tous ces millions de différences entre nous, mais par contre, une fois qu'elles sont survenues, elles vont être soumises à ce qu'on appelle la sélection naturelle, en fonction des avantages ou des inconvénients qu'elles confèrent. L'exemple le plus simple que je peux prendre pour vous illustrer ça, c'est l'exemple de la phalène du bouleau, qui est un papillon, en fait. Et ce papillon, il se trouve qu'il existe sous plusieurs formes à cause d'une mutation qui l'a rendu noir. Alors là, on ne voit pas très bien, je suis désolé parce qu'il y a trop de lumière. Mais en fait, ça, c'est le même papillon, sauf qu'il y en a un blanc et un noir. Alors pourquoi il y en a un noir? Il y en a un noir parce que celui-là, il a muté dans un gène de la pigmentation qui fait qu'il est noir au lieu d'être blanc. Ça, c'est l'acquisition d'un nouveau caractère. En fait, ça ne poserait pas de souci s'il n'y avait pas de sélection qui s'applique sur ces papillons. Sauf que c'est un exemple qui a été bien étudié parce que ces papillons-là, ils étaient tous blancs. Il y avait quelques noirs en fait. Et ça a été étudié en Angleterre au moment de la révolution industrielle, dans des zones où les bouleaux sur lesquels ils vivent sont devenus noirs à cause de la fumée de charbon. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a pris quand même quelques années, c'est que petit à petit, les papillons sont devenus tous noirs. Alors ça, c'est un exemple en fait de sélection sur un caractère qui apparaît spontanément. Pourquoi on ne retrouvait plus que des papillons noirs à un moment donné, d'après vous? Parce qu'ils étaient camouflés et que les blancs se faisaient bouffer par des oiseaux. Parce qu'on les voyait bien sur du fond noir. Donc c'était les noirs qui étaient avantagés en fait. Donc ça c'est un exemple simple pour vous expliquer comment à partir d'une variation qui apparaît spontanément dans une population, on peut, par la sélection en fait, finalement arriver à sélectionner des caractères. Et ça s'applique à n'importe quelle variation qui peut conférer un avantage ou un inconvénient. Alors les avantages vont plutôt avoir tendance à être conservés, les inconvénients vont plutôt avoir tendance à ne pas être conservés dans une population. Alors bien évidemment, vous me voyez venir depuis un moment, certaines de ces variations génétiques vont provoquer des maladies, parce qu'elles vont perturber la fonction de certaines cellules et de certaines protéines, qui ne va plus être compatible avec un fonctionnement normal et qui donc va déclencher une maladie, comme on le voit dans le syndrome de Rett par exemple.
Alors donc, ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire? Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand on étudie l'ADN, on va être capable, en théorie, c'est important, c'est pour ça que je l'ai souligné, hein, parce qu'on va voir après que c'est peut-être pas aussi simple, mais on peut connaître beaucoup de choses. On peut connaître les maladies génétiques dont on est atteint ou dont on va être atteint, parce qu'il y a des maladies génétiques qui se déclenchent chez l'adulte, par exemple. Mais bien évidemment, si vous étudiez l'ADN d'un enfant, là, vous êtes susceptible de trouver chez cet enfant qu'il va avoir une maladie génétique dont vous savez qu'elle va se déclencher qu'à 45 ans ou à 50 ans. Okay. Comment vous faites le lien entre les variations qui sont des changements de base et le fait que ce soit une maladie? Parce qu'il y a plein de variations qui existent. Oui. Plein de variations de maladie. Comment vous faites le lien? Est-ce que je peux répondre à votre question un petit peu plus loin? Voilà, on va faire ça. Donc ces maladies-là dont on est ou on va être atteint, les maladies génétiques que l'on peut transmettre, parce que pour certaines d'entre elles, on n'est pas atteint nous-mêmes, mais on est susceptible de les transmettre à nos enfants, donc ça on peut également le lire dans cet ADN. La susceptibilité à certaines maladies, puisque maintenant on connaît des gènes qui donnent une susceptibilité particulière, par exemple à certains types de cancers, au diabète, à l'hypertension, je pourrais prendre plein d'exemples, parce qu'il y en a plein, donc j'ai mis des points de suspension ici. Certaines caractéristiques physiques, est-ce qu'on va être plus ou moins grand, est-ce qu'on va avoir des muscles plus ou moins performants, on en est là. Il y a toute une branche de la génétique maintenant qui est dédiée au sport, et qui étudie l'ADN de sportifs de haut niveau, de façon à déterminer quelles sont leurs variations à eux, de façon à se dire est-ce que certaines de ces variations pourraient être associées à des capacités physiques plus grandes. Et ça s'appelle la génomique du sport, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans, plus que dans certaines maladies génétiques rares, si je voulais faire du mauvais esprit. Certaines caractéristiques intellectuelles également, hein, de fonctionnement cérébral, on sait qu'il y a des variations qui sont associées à des QI plus élevés et d'autres à des QI moins élevés. Et puis, ça permet également de connaître nos apparentés, hein, puisqu'à cause de ces variations-là, on peut retrouver nos parents, on peut retrouver nos grands-parents et nos apparentés à des degrés différents. Donc, ce que je veux vous dire maintenant, c'est qu'en fait, l'analyse de l'ADN en fait, a vraiment changé d'échelle au cours des 5 dernières années. Et pour illustrer ça, je vais vous prendre cet exemple-là. Vous dire qu'avant, ça veut dire il y a 10 ans, on va dire en gros, hein, parce que je ne suis pas si vieux que ça. Et cette transition-là, je l'ai vraiment vécue, et je l'ai surtout vécue au cours des 5 dernières années, mais on va dire sur les 10 dernières années. Avant, on avait ce que j'ai appelé ici l'approche artisanale, en fait, c'est pas un bon terme, mais c'est pour vous faire comprendre que vraiment, il y avait un malade qui venait à l'hôpital, chez lequel on soupçonnait une maladie génétique, on allait rechercher des variations dans le gène dont on pensait qu'il causait cette maladie génétique. C'est-à-dire qu'on voyait un enfant avec un syndrome de Rett, par exemple, quelque chose qui ressemblait au syndrome de Rett, on se disait, bon, c'est un syndrome de Rett, ça doit être le gène MECP2, je pense que Jean-Christophe en reparlera, parce que ce gène MECP2, c'est le gène, quand il est anormal, qui provoque le syndrome de Rett. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Et on allait lire la séquence du gène MECP2 pour voir s'il y avait des variations dans ce gène qui pouvaient être reliées à la maladie et l'expliquer. Maintenant, donc depuis 5 ans, en gros, allez, on va dire 10 ans, on a ça, ce que vous voyez ici. Ça ressemble un peu à un micro-ondes, pour vous donner une idée de la taille. C'est beaucoup plus cher qu'un micro-ondes, en fait, malgré tout. Cette machine-là coûte 250 000 €, donc c'est quand même un micro-ondes de luxe, hein, on va dire. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est que vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la séquence du génome. Je vous ai dit 13 ans de travail, 2,7 milliards de dollars, 20 labos, 6 pays. Et maintenant, avec ça, on a ça hein, dans notre labo, c'est 12 heures, 500 € et un technicien. Voilà. Donc quand je vous parle de révolution de l'analyse génétique, en fait c'est ça, ce que je veux vous dire, j'espère que là vous le percevez. Et ça induit vraiment une révolution complète en termes de raisonnement. Alors on peut la critiquer, c'est ce que je vais faire un peu plus loin, parce que ce qu'on fait maintenant, et c'est là où je dis qu'on a changé d'approche, c'est qu'on a une approche qui est plus une approche industrielle, dans laquelle on produit la séquence, et après on va se demander, avec ces données, avec la séquence du génome de cette personne, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux avoir comme information? Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui y réfléchissent très sérieusement, et pas qu'en termes médicaux, je vais vous donner quelques exemples. Donc en fait, la situation dans laquelle on est maintenant, c'est qu'on a le problème est plus tant d'avoir la séquence, mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dire à cette séquence et qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette séquence. Donc il y a différentes questions. Hein. La première, c'est qu'est-ce qu'on veut savoir.
Généralement, s'il y a une maladie génétique, on veut savoir est-ce qu'il y a une variation qui est responsable de cette maladie. Après, il y a qu'est-ce qu'on peut savoir. C'est là où ça va se compliquer un tout petit peu, et c'est là où je vais vous amener peut-être à réfléchir sur cette question-là. Je vais à nouveau pas vous donner de réponse, mais simplement vous encourager à y réfléchir. Et puis il y a qu'est-ce qu'on doit savoir, qui est important aussi, parce que là on va rentrer dans un domaine qui est un domaine relié à l'éthique, en particulier, aux questions éthiques qui sont importantes dans ce domaine-là. Je vais avoir quelques diapos un peu plus loin. Donc par rapport à ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut savoir, on va dire? Alors on peut savoir à qui appartient cet ADN, quand on a la séquence complète d'un ADN, comme on l'obtient là en 12 heures, comme je vous l'ai montré, pour finalement pas très cher. Donc, à qui appartient cet ADN? Il y a différentes situations qui s'offrent à nous dans notre quotidien. C'est la démarche médicale, donc c'est dans ce qu'on appelle l'identitovigilance. C'est-à-dire quand on fait des analyses génétiques, il faut être sûr que l'ADN sur lequel on travaille est bien l'ADN de la personne à qui on pense qu'il appartient. Parce que nous, si vous venez voir notre labo, on a des dizaines de milliers de tubes d'ADN et on peut imaginer qu'à un moment donné, il y ait un échange entre deux ADN. Donc vous lirez toujours que des A, des T, des G et des C. Là, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut être sûr d'à qui ils appartiennent parce qu'il va y avoir bien sûr des conséquences derrière en termes d'interprétation. Donc ça, c'est l'identitovigilance. On peut également être dans le cadre d'une démarche légale, en particulier en criminologie. J'imagine que certains d'entre vous regardent les experts ou des séries de ce type-là. Voilà, on est en plein dedans. Oui, mais ça ne prend pas 12 heures. Ça prend 3 minutes et demie. Ah oui, mais ils sont plus forts que nous, c'est les Américains. C'est pour ça. Les tests de paternité, également, qui sont une partie importante de l'activité, puisque bien sûr, grâce à ces variations-là, on peut tout de suite savoir si l'enfant, c'est bien les deux parents ou pas. Ça nous est très facile. Et puis une démarche qui est qualifiée de démarche récréative, en fait, principalement la généalogie. C'est-à-dire j'ai des ancêtres qui viennent d'Asie, et puis j'ai un quart d'Indiens, un tiers d'Africains, et le reste d'Européens qui viennent de l'Europe du Nord, etc. Ça a beaucoup, j'ai mis un Indien, peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai mis un Indien. C'est beaucoup utilisé actuellement par les Indiens américains, en fait, pour prouver leur rattachement à une tribu indienne, parce que ça peut leur donner des avantages, en fait, en termes de législation. Donc il y a aussi là un gros marché d'analyse de l'ADN indien. Vous voyez que ça peut vraiment servir à tout. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, les généticiens médicaux, en fait, reliés aux maladies, c'est les variations particulières de cet ADN. Donc, qu'est-ce qui peut être responsable d'une maladie? Ça, c'est pour nommer la pathologie, parce que c'est important de pouvoir dire, vous êtes atteint de telle maladie, parce qu'on a montré que c'est tel gène qui est anormal, parce qu'il a telle variation. Ça permet de prédire l'apparition ou l'évolution. Donc là, on est plus dans la prédiction. Vous voyez que petit à petit, on va glisser vers quelque chose qui est un peu différent, ou bien un meilleur traitement, en particulier en cancérologie, puisqu'on sait que certaines variations, certaines mutations, on appelle ça soit des mutations, maintenant on utilise plus le terme variation, en fait, qui est plus neutre dans certaines tumeurs, font qu'elles vont être résistantes ou pas à certains traitements, en fait. Donc l'ADN des tumeurs est également étudié dans certains cas. Et puis on va bien sûr, très important, déterminer le risque de transmission à la descendance, en fait, de cette variation, surtout si elle est responsable d'une pathologie. Évidemment, ça va avoir une importance particulière. Alors du coup, je vous ai mis un beau bébé, là, comme vous pouvez le voir. Et en fait, on pourrait se dire, finalement, on va lui faire dire ça. On va lui faire dire « Vive la génétique », parce que c'est fabuleux. On arrive pour pas très cher, en peu de temps, à avoir toute la séquence de l'ADN, à tout prédire. C'est merveilleux. Et puis finalement, on va lui faire mettre un point d'interrogation, en fait, à cette même affirmation, parce que c'est pas du tout la situation dans laquelle on est. En tout cas, là, je tiens à vous dire quand même, avant de dire tout ce que je vais dire après, que les avis sont partagés parmi les gens qui font mon métier de génétique médicale, en fait, parce que certains en sont là, vraiment vivent la génétique avec un point d'exclamation, ils veulent tout prédire à partir de la séquence de l'ADN, et certains sont un petit peu plus réservés. En tout cas, il y a des questions qui se posent et je vais les aborder avec vous. Je vais prendre donc dans la dernière partie de la présentation. Donc il y a un avis important qui a été émis par le Comité consultatif national d'éthique, qui est l'avis numéro 124, à la fin de la... J'ai des dias à la fin avec les références de tout ce que je vous raconte, enfin d'une partie en tout cas. Je vous encourage à le lire si vous êtes intéressé par ces questions d'éthique. Et la phrase en question dit ça. Peut-être le temps où le génome de chaque individu représentera un standard de son dossier médical régulièrement réanalysé n'est-il pas si loin? Donc vous voyez qu'on va vers ce type d'analyse et que peut-être, comme vous aurez une analyse de sang, vous aurez une analyse de génome. Et puis là-dedans, vous aurez votre carte génétique avec un certain nombre d'informations. Et la question, bien sûr, va être de qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là.
Donc en fait, la question qui se pose, qu'on est beaucoup à se poser, ceux qui sont un peu moins enthousiasmés par la puissance de la technologie, peut-être un peu moins aveuglés aussi, est de se dire quelle va être la liberté qu'on aura demain face à la séquence de notre ADN. En fait, qu'on risque de nous fournir au même titre qu'une analyse quelconque, vu la vitesse à laquelle ces technologies progressent. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire maintenant, jusqu'à longtemps, pour un fœtus à naître, on faisait une amniosynthèse, pour aller faire un prélèvement, pour aller analyser l'ADN du fœtus. Maintenant, on n'est même plus obligé de faire une amniosynthèse, puisqu'on a des techniques qui nous permettent d'analyser l'ADN du fœtus à partir du sang de la mère, sans faire d'amniosynthèse. Donc ça se fait maintenant en routine pour la trisomie 21 en particulier, pour la détection de trisomie 21. On peut imaginer, étant donné la vitesse à laquelle les choses progressent, que ça se fera demain pour d'autres indications, donc sans amniosynthèse, donc sans le risque de perte fétale, donc c'est plus facile, donc va-t-on le faire? Et pour répondre à quelles questions? Le diagnostic néonatal systématique, beaucoup y réfléchissent, beaucoup le proposent, mais pareil, dans quel cadre, pour quelle maladie, pourquoi faire et pour qui? Les risques et les susceptibilités, les maladies à déclenchement adulte. Donc est-ce que ce petit bébé avec sa carte génétique à la naissance va savoir que 40 ans plus tard, il va avoir une maladie d'Huntington, par exemple? Donc ça, c'est des questions qui se posent également. Et puis j'ai indiqué entre parenthèses, parce que je suis un peu provocateur, les banques et les assurances. Et là, normalement, vous devez vous dire, franchement, il pousse le bouchon un peu loin, parce qu'on n'en est pas encore, on n'est franchement pas encore là. Je suppose, certains d'entre vous doivent se dire ça. Eh bien, vous avez tort. Parce que on produit des quantités de données énormes. Je vous ai dit 3 milliards de lettres pour un individu, ça paraît rien. Mais en fait, en termes de gigaoctets, de téraoctets de stockage d'informations génétiques, c'est monumental. Et quand on dit qu'on va séquencer beaucoup de monde, si on fait du néonatal, on fait des populations, etc., qui va être en mesure de stocker cette information-là? Je vais passer sur les capacités informatiques de l'assistance publique et des hôpitaux. Pour le moment, ils n'ont pas encore bien compris ce que ça impliquait, ce changement de paradigme. Pour eux, c'est vraiment également une révolution. Ils vont s'adapter, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et en tout cas, nous, on est en France, ok. Dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, la séquence de l'ADN est quelque chose qui est devenu banal. Et donc, qui peut stocker, manipuler ces quantités de données? C'est les gros opérateurs qui ont l'habitude de faire ça. Et parmi les gros opérateurs qui ont l'habitude de faire ça, j'en ai cité un ici que vous connaissez tous, qui s'appelle Google. Et alors là, normalement, vous devez vous dire, à nouveau, il pousse le bouchon un peu loin, parce que quand même, il va encore nous ressortir le coup du méchant Google, etc. Eh bien, le méchant Google, figurez-vous, qu'il a créé une société. J'ai volontairement pas mis le nom de la société ici. Par contre, je vous ai mis le cadeau de Noël de la société en question. À 149 $, vous pouvez avoir la séquence de votre ADN. Et si vous commandez avant le 5 décembre, vous avez même la belle boîte avec le nœud rouge pour vous envoyer ça chez vous dans votre boîte aux lettres. Et ça, c'est possible. Actuellement, on en est là. Donc, quand je vous dis ça pose des problèmes et il faut réfléchir à ces questions, c'est pas complètement délirant en fait. C'est vraiment la réalité de ce qui est en train de se passer grâce à ces technologies qui permettent d'étudier l'ADN en masse. Donc en tout cas, ça vaut le coup qu'on se pose des questions à ce sujet. Et puis on se dit, bon, c'est Google, c'est les États-Unis, ça ne nous concerne pas vraiment, encore pas tout de suite, en tout cas, on est relativement protégé. Bien là, voilà la MGEN, ça vous parle? Voilà. Alors la MGEN a fait une enquête, que vous voyez ici, sur les tests génétiques. Et en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, alors vous n'allez pas tout lire, mais je vous donnerai la référence. Ceux que ça intéresse, vous pourrez noter tous ces liens, parce que j'invente rien, vous allez trouver tout ça très documenté. Et en fait, j'ai souligné une phrase dans cette présentation-là, c'est juste le résumé de l'enquête, en fait. Il y en a des pages, vous pouvez la lire. Regardez ce qui est écrit ici. Un tiers des sondés est prêt à communiquer ses résultats de tests, donc on parle de tests génétiques, pour en tirer des avantages à son assureur, son banquier ou son employeur. Et donc je trouve, moi, personnellement, à nouveau c'est mon avis, j'ai pas envie de vous... Je veux juste vous engager à vous poser des questions. Je trouve que quand un assureur, en fait, pose ce type de questions, aboutit à ce type de conclusion, et en tout cas qu'on se la pose, c'est-à-dire est-ce qu'éventuellement vous serez prêt à me donner votre séquence d'ADN, et si elle est bonne, vous payerez moins cher. Bon, voilà. Je ne vous dis pas ce que j'en pense, je pense que vous l'avez compris, mais en tout cas je vous encourage à y réfléchir parce qu'on est en plein dedans, c'est pas une utopie. J'avais juste une question par rapport
rapport au diagnostic à partir du sang de la mère pour le diagnostic fœtal, c'est pas très utilisé en France pour l'instant. Si, c'est en train d'être mis en routine dans tous les hôpitaux français, dans tous les CHU. D'accord. Et par rapport Pour au la coût- trisomie 21 uniquement, je ne parle pas du reste des maladies D'accord, génétiques. trisomie, ok. Et par rapport au coût de l'amniosynthèse, Ah, c'est très peu coûteux en fait, c'est moins coûteux parce que qu'on fait beaucoup à la fois. Ouais. Et c'est moins risqué. Et puis c'est surtout, voilà, il n'y a pas de risque de perte fétale puisque c'est fait à partir de l'ADN circulant de la mère. Donc le seul risque est la prise de sang chez la mère. Une fois que l'analyse est faite, l'information est détruite. Alors ça, c'est une excellente question, parce que la réponse est non. Mais la question est comment est-ce que c'est gardé? Pendant combien de temps? Donc c'est ma dia d'après, en fait, vous avez anticipé la diapositive. C'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse, en fait. Bon, vous avez compris ce que je suis en train de faire là, hein. Je suis en train d'essayer de vous dire ce à quoi on est confronté. Franchement, c'est notre quotidien, ces questions-là, on se les pose tous les jours. Et on n'a pas vraiment de réponse. Le comité d'éthique, le comité national d'éthique a publié cet avis 124 auquel il essaie de construire une réflexion autour de ces thèmes, mais il a conclu à rien du tout, en fait. Il y a beaucoup, pour le moment, que des questions et pas vraiment de réponses. Donc c'est important que la société s'empare de ces questions-là. Donc il y a toutes ces questions-là. C'est qui doit avoir accès à votre information? Que faire des données non sollicitées? Parce que moi, vous venez faire une analyse d'ADN chez moi, j'ai toute votre séquence, donc je peux vous dire si vous avez des susceptibilités à certaines tumeurs, à certaines maladies cardiaques que vous aurez plus tard, ou à des maladies génétiques chez des enfants qui vont se déclarer dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc toute cette information, on l'a. Est-ce qu'on doit la regarder? Est-ce qu'on doit l'interpréter? Est-ce qu'on doit vous la donner ou est-ce qu'on ne doit pas vous la donner? Donc tout ça, c'est des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données qu'on appelle non sollicitées? C'est-à-dire que ce n'était pas l'objet de la recherche en premier, parce que vous venez, parce que vous avez un syndrome de Rett, moi je vais regarder MECP2, mais à côté j'ai tout le reste. Et qu'est-ce que je fais de tout ce reste? Est-ce que ça a un intérêt de vous le donner ou pas? Certains pensent que oui. Il y a... Oui. On peut faire des tests avec une prise de sang que pour la trisomie? Actuellement, c'est que pour la trisomie parce que ça n'est pas au point encore pour les autres maladies. À ma connaissance, il me semblait que... Pour les fœtus, c'est ça, hein. C'est pour les bébés Alors là, je parle de prélèvement de sang de la mère. de la mère qui attend un enfant. Pardon? Qui attend un enfant, c'est ça? Oui, qui attend un enfant pour analyser l'ADN du fœtus, sans passer par une amniosynthèse. Pardon? Vous dites que c'est que pour la trisomie. En France, actuellement, dans le cadre hospitalier, ce n'est fait que pour la trisomie. Et pour l'amyotrophie spinale, ça se fait pas, par exemple? Non, parce que... Moi, il me semblait que c'est une prochaine. Alors, ça se fait peut-être, disons que les laboratoires travaillent pour essayer de faire à partir de ce même prélèvement des diagnostics de maladies autres. Mais la trisomie, c'est parce que, pour une raison très simple, c'est qu'une trisomie, c'est 3 chromosomes au lieu de 2, et que donc on a une quantité d'ADN, en fait, de ces 3 chromosomes, qui est plus facilement détectable à partir de l'ADN du fœtus. Les techniques ne sont pas suffisamment sophistiquées pour qu'on ait un degré suffisant de certitude pour faire un diagnostic directement à partir de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel, actuellement, pour d'autres choses que la trisomie 21. Ça viendra, hein. J'ai aucun doute que d'ici 5 ou 10 ans... C'est pour l'amniosynthèse, alors? C'est toujours l'amniosynthèse. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadée que... Bon, on pourra en reparler après si vous voulez. Je vais terminer mes diapos, on pourra en reparler ensemble si vous voulez, pour que je vous explique bien de quoi il s'agit. Actuellement, c'est au choix, c'est pas dans tous les CHU, c'est en fonction de l'indication, en fonction d'un tas de critères. Voilà, non, là, on est en plein dedans, hein, c'est en train de passer. Le comité de validation de la technique a statué après l'été, là. Donc, on est en cours de passage dans cette technologie-là pour l'ensemble des CHU. Si elle veut vraiment avoir une amniosynthèse à la place, oui. Ah, mais si elle veut rien du tout, elle veut rien du tout, bien sûr. Ah non, on n'impose rien à personne. Hein. Si vous avez compris ça, non, c'est pas du tout ça. Et pour n'importe quel test génétique, d'ailleurs, rien n'est imposé. Rien n'est jamais imposé. Pour suivi de grossesse, vous pouvez utiliser tout. Il y a 2 visites obligatoires pour la prise en charge, sinon vous pouvez tout trouver. Tous les tests, toutes les échographies, rien n'est obligatoire. Voilà. Donc là, pour continuer avec cette dia, il y a la question des prédictions qui sont faites par nous. Est-ce qu'elles sont fiables, ces prédictions? Voilà, j'ai 2 dias un peu plus loin. À quoi sert de prédire un risque si on ne peut rien faire pour le diminuer? Ça, c'est une autre question qui se pose. Hein, vous êtes d'accord? Quelles informations conserver pendant combien de temps? Ça également, c'est la question que vous posiez.
Une séquence d'ADN peut-elle être anonyme? Parce que alors ça aussi, c'est quelque chose en termes d'anonymat des données, où on nous dit ben, faut un stockage anonyme. Et en fait, la réponse est non. Une séquence d'ADN n'est pas anonyme, parce que les variants qui la constituent sont particuliers à un individu. Donc, alors après, il faut, d'accord, les compétences et les moyens de calcul, etc., pour arriver à en faire quelque chose. Mais toujours est-il que par nature, une séquence d'ADN n'est pas anonyme. Et puis, il y a la question des discriminations basées sur la séquence d'ADN. Alors, ça peut être des discriminations à l'assurance, comme on a parlé juste avant, ou on peut en imaginer d'autres. Et puis, il y a un point important également, c'est qu'à partir du moment où on va obtenir des informations génétiques sur nous-mêmes, ça veut dire que ça n'implique pas que nous, parce que ça implique aussi nos apparentés, qui sont susceptibles d'avoir les mêmes variations que nous, que ce soit nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, etc. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup ont tendance à croire qu'à partir du moment où on arrive à déchiffrer un texte, on arrive forcément à l'interpréter, à le comprendre. Alors j'ai mis cet exemple-là, que j'ai trouvé très joli, je ne pourrais pas vous dire de quoi il s'agit comme langue, mais peut-être certains d'entre vous la reconnaissent. Toujours est-il que là, vous êtes capable, vous voyez, vous êtes capable de reconstituer une instruction, une séquence de signes, et vous n'êtes pas capable d'en comprendre le sens, vous êtes d'accord avec moi. Mais ça s'applique malheureusement aussi à la séquence de l'ADN. Parce que ça, c'est une séquence d'ADN que j'ai prise au hasard, enfin, pas complètement au hasard, c'est un morceau de la séquence de MECP2 en fait. Et là, nous, c'est ça qu'on a, qui sort de nos machines. Donc il faut qu'à partir de là, quand quelque part là-dedans, ben, on a un A à la place d'un T, un C à la place d'un G, on arrive à dire, est-ce que ça a un rapport avec la question qui a été posée au départ, la plupart du temps c'est une maladie génétique, est-ce que cette variation est responsable de la maladie génétique? Et ça, on ne sait pas toujours le faire. C'est-à-dire que l'interprétation de certaines variations n'est pas facile et on reste dans certains cas avec une incertitude et on n'est pas certain que la variation est associée à la pathologie. Et là, il y a un problème qui se pose, de savoir est-ce qu'on décrit cette variation, c'est-à-dire est-ce qu'on dit cette variation est susceptible de provoquer la pathologie parce que derrière, il va y avoir des implications, peut-être en termes de conseil génétique ou de diagnostic prénatal. Et là, est-ce qu'on ne donne pas cette information? Ça, pareil, question non résolue. Donc voilà, c'est mes dernières diapositives. Je pense que j'ai à peu près respecté le temps avec les quelques questions qu'il y a eu. 1953, c'est Watson et Crick que vous avez sur la gauche, en fait, quand ils ont décrit la structure de la double hélice d'ADN, en fait. Ils ont élucidé, ils ont d'ailleurs le prix Nobel pour ça, élucidé la structure de l'ADN. Et vous voyez qu'en 2016, on est capable de lire le génome d'un individu en 12 heures. Alors moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que ça va être dans 20 ans, 30, enfin là j'ai mis 2050, mais ça pourrait être n'importe quand, parce que ça va très vite. Il y a toutes ces questions que j'ai essayé d'aborder à travers cette présentation qui se posent de façon très concrète dans le quotidien des personnes qui font de la génétique, et je pense qu'elles doivent aussi être abordées plus largement dans la société, parce que ça pose des questions qui sont importantes. Donc je ne vous donne pas beaucoup de liens en fait à la fin, si vous voulez aller plus loin sur certaines de ces questions. N'hésitez pas soit à me contacter, soit en passant par l'association. Si vraiment vous avez une question brûlante sur un point particulier, je peux vous donner des infos de biblio pour essayer de récupérer les infos dans le domaine qui vous intéresse. Mais il y a 3 choses que je vais vous citer qui sont grand public et donc faciles d'accès. C'est le dernier numéro du magazine de l'INSERM. Vous pouvez le trouver sur Internet, il est téléchargeable gratuitement en intégralité. Et il se trouve qu'il est sur les tests génétiques et il est pas mal fait. Donc vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Vous avez également ce plan-là qui a été également fait par l'INSERM, qui s'appelle France Médecine Génomique 2025, qui est un plan qui vise à installer sur le territoire 12 plateformes de séquençage massif de l'ADN, de façon à faire ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire séquencer l'ADN de beaucoup d'individus. Là, on parle entre 100 000 à 200 000 personnes par an, de façon à rendre le diagnostic génétique accessible au plus grand nombre. Mais là, à nouveau, se pose la question de dans quel cadre, comment ça va être interprété, par qui, etc. Donc c'est intéressant à lire également. Et puis le fameux avis 124 du Comité consultatif national d'éthique sur ces questions, qui est lui aussi très intéressant parce qu'en fait, il reprend un certain nombre d'éléments de ce que je vous ai présenté là. Voilà.
Et je vous remets le bébé pour vous dire merci pour votre attention et merci à nouveau à Anna et Pascal. Et si vous avez d'autres questions, on peut prendre 5 minutes pour prendre. Comment font les paléontologues pour déterminer à quel moment il y a une mutation génétique qui fait que telles deux populations sont séparées? Alors en étudiant des échantillons anciens et des échantillons des populations actuelles en fait, et en les Comment on comparant. peut les dater? Comment on peut dater les choses? Comment ils font pour dire qu'il y a 300 000 ans, là, les sorties de 3 millions d'années, là, les sorties d'Afrique, il a fait ci. Alors il y a deux choses, il y a la datation des restes des fossiles eux-mêmes, qui est une datation généralement physique, par la présence d'isotopes radioactifs quand on connaît la période, donc qui permet de dater l'ancienneté des restes et des ossements. Et puis après, il y a l'analyse de l'ADN lui-même, et qui dans le cas de la paléontologie est particulièrement difficile, parce qu'il faut être certain que l'ADN qu'on analyse n'a pas été contaminé par des personnes qui ont campé à cet endroit-là, et qui ont... Voilà, parce que là, on a des quantités d'ADN qui sont très faibles, et plus les cellules sont vieilles, donc en l'occurrence c'est des os par exemple, on va extraire de l'ADN à partir d'os, plus c'est vieux, plus l'ADN est dégradé, donc plus c'est difficile d'arriver à reconstituer des séquences utiles. D'autres questions? Ça vous laisse perplexe? Est-ce que vous pensez... La présentation, elle semblait légèrement orientée, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de lutter contre le business qui pousse à cet enchaînement? Je ne pense pas qu'il faille forcément lutter contre, je pense qu'il faut l'organiser en fait. Oui, même l'organiser, parce que le business, il doit s'organiser comme ça arrange. Pas forcément, parce que Madame Google, là, la femme du patron de Google qui a fait de la société dont je ne vous ai pas donné le nom, elle a quand même été bloquée par la FDA aux États-Unis, qui est l'équivalent de la NSM, en fait, de notre agence de sécurité, parce qu'elle vendait des tests diagnostiques directement. À partir de ces données-là, elle prédisait des risques de maladie. Et en fait, là, ils l'ont bloqué. Donc, elle a fait ça pendant un moment, et la FDA l'a bloqué de façon à ne pas faire ça. Donc, ils se sont réorientés sur la généalogie, sur l'approche récréative. C'est sûr que ça va réapparaître à un moment donné. C'est certain. Mais c'est comme le sexage d'embryons. C'est-à-dire, si vous allez en Angleterre, vous pouvez sexer les embryons. En France, c'est interdit. On aura du mal à réguler au niveau mondial l'utilisation de l'ADN. Vous pouvez actuellement envoyer votre... alors c'est très simple, je ne vous donne pas le nom de la société non plus, mais c'est en Espagne, hein, c'est pas forcément aux États-Unis. Ils vous envoient par la poste un écouvillon avec un tube, vous vous grattez l'intérieur de la joue, vous le remettez dans une solution, vous le renvoyez, et ils vous renvoient tout un tas de susceptibilités pour vous dire les médicaments auxquels vous êtes pas forcément très tolérant, pour vous dire comment vous devez manger, etc. Tout ça existe à l'heure actuelle. Donc, le problème, c'est qu'il y a une espèce de flou artistique en termes de réglementation qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés dans un vide, en fait, parce que ça n'a pas été prévu. On n'empêchera pas ça. Hein. Enfin, je crains qu'on ne puisse pas empêcher certaines sociétés de proposer ce type de test. Ce que je trouve un peu... Disons que je crois beaucoup dans l'éducation du public, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de présentation-là, parce que je crois qu'il faut essayer d'avoir au maximum un regard éclairé par rapport à ces tests. Parce que je me demande, que font les gens qui reçoivent dans la boîte de Noël avec le gros nœud rouge, là, des tas de variants dont on va vous dire un tas de choses auxquelles vous n'allez pas rien comprendre, en fait. Je ne comprends pas l'utilité de ça, donc il faut avoir un regard critique par rapport à ça, à faire en sorte que le public, le grand public, comprenne le maximum de notions, même si c'est difficile, hein, et arrive à garder un regard critique par rapport à ça. Parce que si on explique, je pense que le besoin d'avoir accès à cette information, qui dans beaucoup de cas est inutile, diminuera. Ça ça repose sur une démarche individuelle qu'il faut éclairer. Oui. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'en INSERM, où de façon institutionnelle, on séquence le génome de tout le monde. Parce que là, il n'y a pas le choix. Alors, quand il n'y a plus le choix individuel mais quand c'est institutionnalisé, eh bien, on sait qu'il y a plus de protection de données, qu'actuellement, si quelqu'un a un cancer, il aura peut-être beaucoup de mal à avoir un prêt pour un logement, mais si on sait que son enfant peut-être un risque de oui, si c'est institutionnalisé, on n'a plus d'armes par rapport à ça. Alors pour le moment, ce n'est pas institutionnalisé, en tout cas en ce qui concerne la France, parce qu'on ne fait pas de tests génétiques à la population générale. On le fait toujours pour le moment dans un cadre médical dans lequel il y a une indication particulière. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on va quand même vers la production massive de données
Je ne veux pas être là pour vous donner ni des réponses ni des leçons. Hein. Je veux juste, parce qu'on n'a pas pour le moment de consensus national sur ces questions-là du tout. Et chaque labo de génétique se débrouille un peu comme il peut. On avance les bénéfices, mais pas les avantages. Oui, mais même en termes de prédiction, certains font des prédictions sur des variations que d'autres ne feraient pas. Et il y a quand même des implications lourdes derrière quand il y a un conseil génétique, un diagnostic prénatal quand même, je pense. Donc pour le moment, on en est là. Après, dans les sociétés anglo-saxonnes, je crois qu'aux États-Unis, le dernier grand patron d'IBM a été choisi. Il devait passer des tests de susceptibilité à l'hypertension, à des risques cardiaques. Et ces tests étaient quand même très importants dans le choix du... Vous avez entendu l'exemple, vous avez tous entendu parler de l'exemple d'Angelina Jolie. Angelina Jolie, susceptibilité au cancer du sein, des ovaires, etc. Qu'est-ce qu'elle s'est fait? Double mastectomie. Voilà. Ça, c'est un autre exemple, en fait, de qu'est-ce que cette information génétique donne comme risque potentiel, et donc qu'est-ce que ça peut entraîner comme comportement individuel. Du comportement des autres à l'égard de ceux qui... Aussi. C'est l'exemple que vous donniez sur l'emploi, après vous allez voir sur les assurances et tout ça. Déjà, quand on fait un prêt pour une maison, c'est tout juste, on ne demande pas la taille de bonnet et les mensurations des parents. Donc, si on a ces tests-là, ça va être... Alors après, je vous dis pas... je ne suis pas en train de vous dire que la génétique est toute mauvaise et ne sert à rien. À l'heure actuelle, on est capable quand même de faire le diagnostic pour près de 4000 maladies génétiques. On est capable de faire du conseil génétique, du très bon conseil génétique dans beaucoup d'indications. On est capable de faire de la pharmacogénomique, c'est-à-dire à partir de la séquence de l'ADN, de donner des traitements qui sont plus adaptés. On va de plus en plus vers ça. Donc tout ça est très utile. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre la génétique et la jeter et dire attention. Mais par nature, en fait, cette séquence de l'ADN induit et pose un certain nombre de questions pour lesquelles je pense qu'il faut vraiment y réfléchir et faire de l'information. Donc en fait, c'était juste le but là, c'était de faire de l'information sur ces questions-là. Voilà, je laisse la parole à Jean-Christophe. Merci.